Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant. Alors Sam, c'est moi. Et cette fois, c'est la dernière vidéo, les amis. Et oui, il y a un moment pour tout. Mais cette fois, c'est la dernière. C'est la dernière de 2022. Et oui, le temps passe vite. Alors, on va essayer de faire un petit bilan ensemble des points majeurs qui ont marqué cette année 2022. Moi, j'en ai compté deux principaux pour essayer d'être assez concis et qu'on puisse partager ensemble ce sentiment et ces observations. Dans un second temps, on ira faire un petit tour de plaine, rapide, mais aussi parce que c'est une magnifique après-midi, comme on en connaît depuis quelques hivers, et qu'il est important de prendre l'air déjà, et puis d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans nos champs, très simplement, entre nous en cette fin d'année, pour se récompenser du travail accompli. Et puis, en fin de vidéo, on conclura sur un petit peu les perspectives de 2023 et tout ce qui nous attend, plus ou moins, hein, donc indépendamment et dépendamment de nous. Voilà les amis, donc j'espère que le programme vous convient. Alors, je n'ai pas la prétention de vous faire une rétrospective avec des extraits des vidéos, je vous mettrai des liens dans la description que j'espère vous lisez de temps en temps. Et ces liens peuvent vous ramener à des vidéos, notamment sur le premier événement qui pour moi marque cette année et peut-être malheureusement encore l'année prochaine, c'est le démarrage de la guerre en Ukraine. Évidemment, en février 2022, Vladimir Poutine entreprend de reconquérir des territoires qu'il estime lui appartenir, en tout cas à la Grande Russie, c'est son projet, en tout cas c'est ce qui nous est succinctement expliqué. Depuis, si on veille assez tard, on arrive à apprendre beaucoup de choses, à découvrir en réalité tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu conduire à ce que M. Poutine ne se sente pas forcément bien à l'aise. Alors moi, je n'irai pas dire comme certains que Vladimir Poutine est fou. Je ne suis pas d'accord avec ça et je pense que je ne suis pas le seul. Mais en tout cas, ça a eu le mérite, si on peut en parler, aux dépens des peuples, etc., bien entendu, qui subissent cette guerre. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Malgré tout, on ne doit pas occulter le fait que tout le monde ait pris un petit peu les mains dans le pot de confiture. Et on a fait plusieurs vidéos pour expliquer ces pénuries artificielles, mais aussi la fragilité que l'on a pu voir. L'Europe, à quel point elle a démantelé les pays européens de leur agriculture performante, parce que finalement, si on fait le bilan, sans les importations ukrainiennes, on se rend compte à quel point nous sommes fragiles, avec beaucoup de production déséquilibrée. Donc ça, c'est pour moi le premier événement et je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure, mais j'en suis pas sûr, car déjà pour l'année prochaine, on voit que beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. On a l'impression qu'on ne comprend toujours pas, puisque parallèlement à la crise alimentaire, se développe et s'est développée une crise énergétique. Et évidemment, l'agriculture est vue comme une solution rapide à court terme pour aller vers l'énergie dite propre. Et là, bien évidemment, je ne peux être qu'inquiet, mais ça, on en parlera plus pour l'avenir. Le deuxième événement pour moi de 2022, c'est le climat, encore une fois, une année très atypique. Si beaucoup de régions n'avaient pas eu la pluviométrie du mois de juin, on aurait pu se prendre une récolte vraiment exécrable à tout point de vue. Et donc ça a vraiment sauvé les choses dans beaucoup de régions. Derrière tout ça, d'autres régions ont subi l'excès d'eau dans l'autre sens. Certains n'ont que tout juste fini de faire leurs céréales, leurs semis d'automne, et pour certains n'y parviennent toujours pas, avec des excès de pluviométrie aussi, dont on parle peu finalement entre nous. Et j'ai la chance, par vos retours et vos commentaires, d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est en ça que c'est vraiment génial pour moi, et j'espère essayer de le partager avec vous. Donc on se rend bien compte que le climat, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'en tout cas pour moi, c'est l'événement presque le plus important, celui qui, depuis de nombreuses années, nous fait une ombre au-dessus de nos têtes, et une ombre aussi sur notre vision d'avenir, car on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, car si on est honnête et qu'on arrête de se mentir, c'est quand même l'inquiétude numéro un, surtout si on va regarder dans les champs. La pluviométrie est faible, on n'arrive pas à reconstituer les réserves. Quand on regarde, beaucoup de sols ne sont même pas en capacité de le faire, et ça aussi, c'est ça moi qui m'inquiète le plus. Il y a vraiment beaucoup de sols qui sont dans des états déplorables et qui ne sont plus capables de stocker l'eau, et il n'y a pas besoin de parler d'agriculture dite intensive pour trouver ça, je vous assure, on trouve ça dans tous les modes de production. C'est un constat, on est allé beaucoup trop loin dans un sens. Et cette année 2022, j'aurais souhaité qu'elle nous apprenne quelque chose, mais malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui se passe et ce qui est prévu pour 2023. Alors écoutez, au lieu de s'attrister et de se démoraliser, parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, on va aller faire un petit tour en plaine, voir 2-3 petites parcelles tout proches des bâtiments. Et puis je reviens vers vous et ensuite on refait une petite conclusion pour préparer l'année 2023 quand même. C'est quand même ça le plus important.
Allez, à tout de suite. Alors les amis, retour dans la parcelle de couvert en cette fin d'année où le gel a quand même fortement éclairci les choses. Hein, on va dire que toutes les moutardes ont bien souffert, ont bien gelé, donc ça va nous éviter le broyage. Du coup, ça laisse de la lumière à toutes les plantes qui sont en dessous, les légumineuses notamment, qui elles ont résisté, les radis, même si certains feuillages ont un petit peu souffert. Les févroles, comme toujours, elles sont résistantes, elles résistent à beaucoup de choses, même si elles ont quand même pas mal souffert. On a toujours une activité intense, il faut dire qu'on n'est pas débordé par la pluviométrie. Donc ça c'est vraiment toujours inquiétant, enfin, à mon humble avis. Ça laisse présager déjà un démarrage d'année voilà, où ça va être important qu'il se passe quand même autre chose que ce que nous avons jusque là. Sans parler des températures douces, où donc en termes de minéralisation, on ne peut que se douter, et on va aller voir les autres cultures, que finalement en fait ça libère beaucoup d'éléments nutritifs, d'où l'intérêt que les choses n'aillent pas trop vite et qu'il y ait encore des plantes pour récupérer tout ça. Donc c'est bien, puisqu'en fait ce petit épisode hivernal nous a ramené quelques années en arrière où en effet on ne broyait que très peu souvent. C'était souvent l'hiver qui faisait le plus gros du travail déjà en fin d'année. Donc là, comme c'est pour des tournesols pour cette parcelle, on va laisser l'activité biologique continuer son travail. Donc on a des dégâts de sangliers, mais bon, voilà, ils sont déjà venus eux retourner un petit peu les parcelles, là où ça sent bon, le champignon et le ver de terre. Donc reste quelques graminées par endroit, donc on verra ça je pense courant de fin du mois de janvier dans ces eaux-là. Allez, on continue. Bien écoutez, on continue notre tour de plaine. Donc on est dans une parcelle de blé de maïs, donc qui a été semé vers le 25 octobre, je crois de mémoire, dans ces eaux-là. Donc vous aviez vu une vidéo d'ailleurs sur les broyages, sur le travail du sol. Donc on a quelques arrivées de sangliers, bien entendu, puisqu'on a une structure globalement, comme toujours, assez dynamique. Ce champ a été roulé après le semis. Donc les densités de semis, vous pouvez vous apercevoir que quand on sème un petit peu plus profondément, même si certains m'avaient dit oh là, 400 grains c'est beaucoup, etc. Vous voyez que c'est pas exubérant, car nous sommes ici dans des terroirs assez froids malgré tout. De par la technique aussi de semis, on a quand même un petit peu plus de pertes parfois. Et puis on sème assez creux pour éviter justement l'impact des désherbages. Ça a toujours été un choix qui fait qu'on n'a jamais, ou très très rarement, bon déjà avec des structures qui respirent, ça va toujours mieux, hein, ça c'est sûr. Mais surtout, ça permet vraiment que les graines et que les plantules ensuite n'évoluent pas dans le film déposé par les désherbants d'automne, qui ont souvent un impact, et cette année notamment dans certains secteurs, ça a été quand même très très marqué. Alors ça, il y a toujours un lien avec la profondeur de semis sur les désherbages, et donc nous on fait ce choix-là. Alors en sachant que les variétés d'aujourd'hui, on a besoin de 600 à 700 épis par mètre carré. Si on sème à 320 à 400 grains du mètre carré, avec un talage avec deux épis par pied, c'est amplement suffisant, surtout avec les années que nous avons, où on a des fins de cycle parfois violentes au niveau du manque de pluviométrie, qui conduisent bien évidemment à des tals qui régressent, donc à des épis secondaires qui sont souvent de très mauvaise qualité et n'apportent pas de plus-value à la plante et au rendement. Donc nous on fait le choix de favoriser les mètres bruns de toute façon, et c'est un choix délibéré dans nos régions, je le redis encore, et puis par rapport à nos sols et à nos stratégies. Donc après, c'est pour ça que les densités de semis, c'est une discussion permanente qui existe entre chaque génération d'agriculteurs pour finalement revenir à un compromis qui est de sécuriser le nombre de pieds, d'avoir évidemment des sols capables de les emmener au bout, mais le talage en lui-même, tous les sols ne talent pas de la même manière et sont vraiment liés à la profondeur de semis. Et donc en TCS, je pense qu'on a, en agriculture de conservation, des céréales qui talent moins, parce qu'on a tout intérêt à ne pas semer dans le mulch, je le redis, et à être en dessous du mulch. Et donc on a forcément à ces niveaux-là de profondeur moins de talage que si on se met comme une pelouse assez proche de la surface. Donc certains pratiquent encore comme ça en agriculture de conservation avec des résidus, etc.
je pense sincèrement que c'est ce qui peut conduire au problème de sélectivité sur les désherbages notamment. Voilà, allez on continue. Alors beaucoup d'entre vous me demandent des vidéos sur nos sols. Alors je ne peux pas faire que ça parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus passionnant que d'observer le sol comme ça dans une caméra. C'est toujours mieux d'être sur place. Hein. Mais en tout cas, si ça peut rassurer certains d'entre vous sur les décompositions, sur les possibilités qu'on a sans enfouissement, hein, puisque je vous inviterai à regarder toutes les vidéos concernant ces parcelles de blé de maïs, comment on a opéré la hauteur du maïs, hein, qui n'était pas un petit maïs d'1 mètre de haut. Et finalement, quand on a une dynamique biologique, et surtout, il faut être franc, des automnes comme cette année, qui favorisent encore davantage la vie de nos sols, et bien évidemment, ça se passe bien, d'autant plus si on a des sols dynamiques. Allez, on continue parce qu'on pourrait y passer des heures. Donc là, ici, on est dans un blé de colza. Donc c'est du chevignon qui a été semé au 15 octobre, dans ces eaux-là, 15-18 octobre. Donc c'est pareil, hein, une structure plutôt dynamique. Voilà, avec des belles installations. Donc ici, on est dans des sols qui varient de 20% d'argile, assez battant sur le haut là-bas, à ici un petit peu de pierre. C'est pas siliceux, hein, c'est vraiment un limon argileux, hein, du secteur, avec une profondeur d'un bon 1,50 m dans les bons endroits. Hein, donc sur un sous-sol marneux, hein, puisque ici on a même la source de la ville, de la commune. Donc voilà, donc une belle installation. Il y a un tout petit peu de drainage dans le fond là-bas où on aperçoit les chevreuils. Et donc c'est des parcelles où il y a eu un seul passage d'outils, hein, donc si vous vous rappelez, donc un passage d'outils à disque derrière colza, donc d'outils que j'ai pris en essai. Donc là ça n'a pas été roulé. Hein, donc, voilà les amis, eh bien écoutez, je vous reprends et on va clôturer ce petit tour de plaine de fin d'année par une petite conclusion sur l'année à venir. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, j'espère que ça vous a plu. En cette belle fin de soirée avec ce soleil plongeant là, où vraiment c'est toujours très agréable. Moi j'adore les lumières d'automne, c'est ma période d'année préférée. Alors je dois dire hiver, puisqu'on a basculé en mode hiver. On est à la fin de l'année cette fois, ça y est, c'est parti. Alors on va donc se projeter sur 2023, car c'est quand même l'objectif qu'on doit tous avoir, c'est se poser, regarder un petit peu les événements et les éléments qui nous entourent. Et cette période de fin d'année est toujours propice pour moi, j'adore, parce que déjà on reprend un peu d'énergie. Je vous avoue que moi j'étais un peu au bout du rouleau. Donc je me suis soigné avec des moyens naturels, puisque j'ai une épouse en or à ce niveau-là qui est vraiment très perfectionnée dans tous les moyens possibles, sans médicaments, sans rien, et ça se passe toujours très très vite et très très bien. Peut-être qu'on est aussi plus habitué à ne pas prendre d'antibiotiques depuis des années et qu'on réagit très fort. Donc c'est vrai que l'année 2023 se profile avec encore cette guerre qui va rester autour de nous et qui j'espère ne se généralisera pas à d'autres théâtres d'opération, car on se retire, nous Français, de beaucoup de pays, un petit peu la queue entre les jambes, mais on a aussi des problèmes internes dans notre propre pays. On a quand même beaucoup de difficultés à vivre ensemble, il faut le reconnaître. Et la guerre en Ukraine pourrait encore, pendant de nombreuses années, plus le Covid qui vient par là-dessus, car j'en ai pas parlé pour 2022, mais il a participé à l'exacerbation de ce qui s'est passé en Ukraine, au niveau des pénuries, au niveau de tout ça. On ne s'était sans doute pas rendu compte dans le monde agricole qui n'a pas vraiment arrêté de travailler, que pendant 2 années, il y a eu de nombreux pays qui étaient carrément en stand-by. Et ça, évidemment, on ne rattrape pas le retard, avec aussi une forme de désociabilisation des gens. Je pense qu'aujourd'hui, les gens restent chez eux, cliquent sur une souris et commandent des choses. Donc il y a aussi une boulimie un petit peu d'achat, je pense. Peut-être pas des gros achats, mais en tout cas des achats quand même, parce que ça ne se fait pas sans ce levier-là, ce levier de besoins plus fort. Et c'est valable aussi pour le monde agricole, qui a des besoins grandissants, une adaptabilité de plus en plus rapide et forte, pour justement demain lutter, ou en tout cas travailler avec, on peut espérer que ce sera comme ça, avec notre futur partenaire européen qui sera justement l'Ukraine. Et ça, c'est un événement très important, puisque l'accélération de l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe est de plus en plus rapide.
On ne peut que s'inquiéter si on est honnête par rapport à ça. Et on peut le voir dans nos régions, en tout cas la moitié nord de la France, à quelle vitesse les fermes ne sont pas forcément reprises par les enfants, mais à quel point les tailles de fermes, les diversifications s'accélèrent. Donc pour 2023, je pense que ça va encore prendre un levier supplémentaire, notamment le développement des énergies. Il y a beaucoup de représentants professionnels qui se satisfont d'un accord très récent sur l'agrivoltaïsme. Alors moi, ça me fait vraiment sourire parce que, au final, c'est encore une fois de la démagogie. Je suis désolé. Hein, vous allez dire, il est tout le temps contre tout, mais ce n'est pas une histoire d'être contre ou pour. C'est juste un constat, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui n'arrivent plus à produire en termes agricoles, à être au niveau de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour avoir de la rentabilité. Ils souhaitaient poser des panneaux photovoltaïques au sol. Les premiers qui ont lutté contre, c'est la profession, hein, c'est-à-dire les représentants de la profession qui ont dit « vous vous rendez compte, la vocation de produire de l'alimentation, etc. » Mais tout ça, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie parce que ce que les panneaux soient faits non plus par des agriculteurs, mais des grandes entités qui, eux, ont eu le droit de poser des panneaux au sol, et ça se multiplie autant que l'agrivoltaïsme aérien, là où on va mettre des panneaux au-dessus des cultures pour que l'agriculteur puisse continuer à travailler. Ah, c'est tellement important de continuer à travailler la terre, même si c'est plus ça qui peut-être nourrira l'agriculteur qui le fera. Donc c'est quand même ça qui, moi, m'amuse même plus, mais m'attriste, c'est tous ces paravents que l'on met. Et je pourrais même dire à la suite, sur 2023, avec le développement de la méthanisation qui s'exacerbe et qui s'accélère, car la réalité, c'est que les cultures intermédiaires, qui ne devaient recevoir aucun produit phyto, aucun engrais, etc. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Il va falloir un petit peu se réveiller. Hein, c'est quand même pas du tout la réalité. Aujourd'hui, ce sont des cultures comme les autres qui sont faites, parce que quand 2-3 années, on ne les récolte pas forcément debout, on commence à envisager des interventions phytosanitaires pour les réguler. On va ensuite gérer parfois des maladies pour essayer de produire aussi au maximum la matière organique qu'on a besoin pour mettre dans le méthaniseur. Alors c'est vrai que pendant les vacances, là, les 2-3 jours de repos que j'ai eu, je me suis remis à jour dans mon bureau et je me suis aperçu à quel point notre métier d'agriculture et d'agriculteur était administré à un niveau tel que je ne comprends même pas qu'on en soit arrivé là. Et ça m'encourage pas beaucoup pour le futur, je vous avoue franchement, car on quitte notre métier, on ne fait plus ces tours de plaine et on ne va plus regarder notre métier de base qui est celui-ci d'être attentif à notre milieu, à la nature, à nos animaux, etc. Et on est accaparé par des choses qui sont d'une inutilité incroyable. Il suffit de voir la nouvelle PAC avec le nombre de cultures plus ou moins obligées, donc on aura l'occasion d'en parler en début d'année, pour que tous nos concitoyens comprennent un petit peu la démagogie qui entoure le monde agricole. Donc on serait prêt à faire des cultures qui ne soient pas rentables pour grappiller quelques points et récupérer 30, 40, 50 euros de l'hectare. Je suis dépité, je suis dépité de voir ça. Donc je ne veux pas vous démoraliser en vous disant un petit peu mon spleen par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en fin d'année comme ça, je ne vois pas une avenir technique de l'agriculture, je ne vois pas une agriculture de compétences pour demain, et pourtant sur cette chaîne, j'aimerais que ce soit notre avenir à tous, la technicité, la compréhension des phénomènes, mais je me rends bien compte que demain, on pourra avoir des dizaines et des milliers d'agriculteurs, peut-être pas des milliers, mais en tout cas des dizaines, des centaines d'agriculteurs qui seront pas forcément compétents au sens technique du terme, mais qui sauront gérer les subventionnements, qui sauront gérer la diversification, les subventions pour le faire aussi, et qui seront finalement des bons exécutants avec des applications, avec des systèmes de sécurisation informatique, avec des caméras, enfin avec tout ce qui peut permettre finalement de se dégager, de reporter les responsabilités sur des outils, sur de la technique, mais de la technique d'apparence, et qui n'a rien à voir avec des compétences intrinsèques de l'agriculteur qui se transmettent, ce ressenti, cette chose qui n'est pas transmissible, qu'on a du mal même sur cette chaîne au regard de certaines demandes et commentaires. Il y a des choses, les gens ne sont plus habitués à raisonner d'une certaine manière, à comprendre les choses pour ensuite prendre une décision eux-mêmes, puisque tout est administré de plus en plus. Et ça, c'est mon inquiétude pour l'avenir de l'agriculture pour 2023 et les années suivantes. Alors pour finir et pour conclure, je vous dirais que les prix de marché ne sont pas non plus si rassurants que ça, même s'il y a beaucoup d'exagérations et beaucoup de monde qui se sont engouffrés sur le marché en disant « vu le prix des engrais, il y a ceci qui va marcher, la petite poudre, le petit liquide, cela, etc. » Je pense que j'espère que c'est ce que vous faites. Posez-vous à votre bureau, faites un peu l'impact du doublement du prix des engrais et vous allez voir que ça représente 20 à 30 euros de la tonne de blé nécessaire, par exemple, en plus, qu'il vous faut vendre plus cher pour finalement rembourser ce doublement. Donc ça, ce n'est pas le plus grave, le prix des engrais. Ce n'est pas ce qui doit vous faire acheter des produits merdiques,
des produits qui sont négatifs pour votre sol, comme beaucoup d'entre vous malheureusement l'ont fait, et sans vraiment s'en rendre compte, avec tout un tas d'argumentaires autour. C'est la même chose lorsque on va vous parler du soufre pour gérer des maladies, hein, comme si le soufre, on en parlera au printemps, encore une fois, pouvait avoir un intérêt technique sur des maladies alors que pendant 40 ans on l'avait mis de côté. C'est vraiment du cinéma, donc tout ça on va en reparler. Donc voilà, donc 2023 pour la chaîne Sam Agriculteur Indépendante, ça va être sa deuxième année. On a beaucoup de petits sujets à traiter durant cet hiver. On va parler un petit peu de pulvérisation, puisque c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde qu'un tout petit peu, puisqu'on ne veut pas rentrer dans des programmes, dans des choses techniques qui appartiennent à nos partenaires. On va vous reparler du projet partenaire, et donc à tous ceux qui nous ont écrit et à qui on a répondu. On envisageait de vous appeler les uns après les autres, mais ça prendra trop de temps et on va se retrouver au mois de juin sans le voir, sans s'être vu. Donc on va certainement vous renvoyer à tous, à ceux qu'on a déjà écrit, un mail. Donc vous êtes quand même plus d'une centaine, hein, quasiment 150 à nous avoir écrit, donc on vous en remercie. Pour certains, voilà, j'en parlerai dans un autre sujet, mais vraiment, voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ce monde agricole là, qui bouge, qui est indépendant, qui est autonome, qui cherche justement d'aller plus loin. Le partage aussi, et ça c'est ce qui nous rendra plus forts, c'est ce partage technique en n'ayant rien à vendre, en allant vers le sens justement du progrès et de la technicité. Donc si l'agriculture de demain ne sera peut-être pas technique, je pense malgré tout, et je conclurai là-dessus, que tous ceux qui maîtriseront les choses, qui seront autonomes et indépendants, ça ne veut pas dire autarcique, je le rappelle, autonomes et indépendants, seront beaucoup plus forts que tous ceux qui les entoureront. Mais évidemment, on devra toujours se battre davantage que par le passé, puisqu'on va nous entraîner nous aussi vers des aberrations administratives, etc. etc. Donc on démarrera l'année en vous donnant des extraits du règlement ministériel là, concernant les certificats, etc. Et un petit peu vous montrer à quel point tout le monde vous ment autour de vous en vous expliquant que c'est obligatoire, etc. Donc vous allez voir, ça vaut encore son pesant. On parlera des nitrates qui sont le deuxième mensonge le plus important de l'agriculture et à quel point on a fait travailler du monde et à quel point on s'est finalement enfermé dans une idéologie qui ne tient pas la route et qui n'apporte aucun résultat dans aucun bassin de captage, mais où de l'argent public est dépensé sans vergogne, où les agriculteurs payent des redevances aux agences de l'eau qui eux-mêmes savent parfois pas trop quoi faire de cet argent puisque les résultats ne sont pas toujours là. Donc s'il y a eu des excès, en tout cas le nitrate n'a vraiment rien à voir dans tout ça. Et on va en parler, donc tout un programme, on a beaucoup de choses à voir, on parlera des adjuvants. Enfin bref, une année qui va être riche et j'espère pour vous aussi qu'elle va être utile et productive, que vous aurez une belle moisson, que nous aurons des tarifs rémunérateurs et qu'on ne subira pas trop d'excès dans l'autre sens. Malgré tout, voilà, il faut prendre du recul, bien regarder les choses et tout ce qu'on nous fait faire aujourd'hui est loin de nous apporter cette autonomie et cette indépendance. Au contraire, on nous enferme dans des choses d'une inutilité tellement énorme. Dans un pays européen isolé sur ce domaine-là, je pense qu'on est les plus administrés du monde, sans aucun doute, avec l'Ukraine qui, mine de rien, est très administrée aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, nous concernant, il n'y a en tout cas pas beaucoup de rébellions. Donc, mon souhait pour l'année prochaine, c'est que déjà vous fêtiez bien cette fin d'année en famille, que vous soyez tous en bonne santé pour mener à bien tous vos projets, c'est quand même ça le plus important, que vous soyez épanouis, et on a déjà des retours de votre part sur le plaisir de ressentir qu'ils retrouvent leur métier par certains éléments que l'on peut partager depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc ça, c'est que ce que je peux vous souhaiter de meilleur, car quand on est épanoui dans ce que l'on fait, on se sent plus fort, et à chaque fois qu'on fait des choses et qu'on les reprend en main, on se sent toujours plus fort. Passer la période où on peut avoir peur, s'inquiéter, mal dormir, ça fait partie du lot des indépendants. On a tous des nuits plus ou moins courtes à certains moments parce qu'il y a des sujets qui peuvent nous accaparer. Donc voilà, donc je vous invite aussi à ne pas trop aller sur les réseaux sociaux, je vous invite à ne pas trop lire la presse, à vous informer dans certaines revues qui sont un petit peu plus objectives que d'autres, sur certains sites comme Agriculture et Environnement, je vous invite à aller lire régulièrement les informations qui sont sur ce site, à lire des revues comme Argos, Communication agricole, qui fait en fait un bilan, un résumé de tout ce qui peut se dire sur l'agriculture, classé par thème, et je pense que c'est plus utile que de lire toujours les mêmes ronrons, tous ceux qui ont des solutions miracles, tous ceux qui ont fait ci alors qu'il y a 40 ans on le faisait déjà, etc. Tout ça, ça ne sert finalement à rien qu'à vous polluer, qu'à vous miner, qu'à parfois même vous décourager, alors que quand on est vraiment indépendant, finalement, on n'est pas gêné par un tas de commerciaux qui viennent tous les matins, on n'a pas la pression tous les jours d'un tas de zozos qui pensent qu'ils ont la main sur nous. Ce n'est pas notre cas, donc je vous assure que l'indépendance, c'est le plus beau projet que vous pouvez avoir pour demain, pour votre autonomie, et puis aussi pour améliorer vos résultats et votre vie, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, on trinque ensemble, et puis je vous dis une excellente année 2023, et on se retrouve très vite sur cette chaîne. À bientôt.